Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, je vous propose de débuter nos travaux avec un ordre du jour. Point numéro 1. Le compte rendu de décision prise en vertu de la délégation de compétences. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Pas de ça. J'ai une petite question, page 38. C'est une nouvelle étude, une continuation d'études qui est estimée à combien de temps on sait, ou comme c'est d'habitude c'est forfaitaire les montants et là on a un montant honoraire. Ça durera, ce que ça durera tant qu'on discutera le contrat. Combien de temps va durer la discussion du contrat? Autant que le contrat durera. Donc vous ne savez pas en fait ce que vous demandez, vous ne savez pas combien de temps ça va durer. Ah mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui combien de temps va durer la négociation sur le contrat, puisqu'on rentre dans une négociation de contrat. Ce que vous nous demandez, c'est de mettre un terme. Non, mais vous énervez pas, d'habitude c'est je ne m'énerve pas du tout. Je ne m'énerve pas du tout, je vous explique que vous signez un contrat avec une société qui va vous conseiller pour la négociation d'un contrat. Je ne peux pas vous dire combien de temps va durer la négociation du contrat. Autant qu'on voudra la faire durer. Donc on peut l'arrêter quand on veut. On part sur un forfait honoraire qu'on peut rendre quand on veut. Exactement. D'autres questions? Alors, point numéro 2, contrat de fourniture exclusive d'eau minérale, la prolongation des délais. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions sur la prolongation de délai? Pas d'opposition ni d'abstention sur les prolongations de délai? Classique, là aussi, je vous remercie. Point numéro 3. Le point numéro 2, c'est le contrat des fournitures. Non, la prolongation de délai sur le contrat de la licence d'eau minérale et de licence de marque. Contrat de fourniture exclusive d'eau minérale. Contrat de fourniture exclusive d'eau minérale et de licence exclusive de marque. Donc, on prolonge les délais. Vous avez demandé d'y mettre une forme de loi, donc on y a mis une forme de loi. Voilà. J'ai quelques questions. Oui. Sur c'est l'avenant numéro 1. C'est un avenant, effectivement. Alors, tout d'abord, je trouve que c'est une bonne chose de faire un avenant, car aujourd'hui, on ne savait pas trop où on en était sur ce dossier par rapport au contrat initial. J'ai quelques questions concernant les conditions suspensives. Et en particulier la condition suspensive numéro 1. Est-ce que la date du 16 octobre inclut toutes les purges de recours? Oui. D'accord. Sur la condition suspensive numéro 2, dans un délai de 16 mois après le dépôt du dossier de demande, est-ce qu'on peut savoir quand le dépôt a été fait ou sera fait? C'est l'exploitant qui dépose le dossier. Et donc on ne sait pas quand, la date limite, on ne sait pas quand c'est qu'il va déposer. C'est lui qui dépose le dossier. Donc on ne sait pas la date. Ben non, puisque c'est lui qui dépose le dossier. D'accord. Non mais sur les autres, on voit qu'il y a beaucoup de dates. Sur celle-ci, on a pas. C'est lui qui dépose le dossier. C'est comme c'est lui qui dépose le dossier de permis de conduire. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de prononcer, parce que comme c'est lui qui dépose le dossier de permis, vous ne savez pas quand il le déposera, c'est sa liberté. Donc vous nous posez des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Non mais, voilà, non, mais si vous me dites que vous ne pouvez pas répondre, je prends acte. Donc je vous dis. Donc ça veut dire qu'il peut déposer quand il veut. Ah ben oui, un permis de construire, on peut le déposer quand il dépose quand il veut, le permis de construire. Il peut même ne jamais le déposer. C'est là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir. Ça peut être. Très bien. Sur la condition suspensive numéro 3, je comprends pas bien, surtout la dernière phrase, donc la société Andrénus doit obtenir au titre de la législation sur les installations classées de l'environnement des garanties d'embouteillage, de débit, etc., soit au plus tard le 16 octobre 2018. Donc là, ok. Ou de 28 mois à compter de la notification de la demande, ou
de la décision de l'autorité administrative en cas de majoration des délais dans les hypothèses visées de l'article 3.3. Écoutez, je ne comprends pas bien. Alors, vous pourriez m'expliquer? Là aussi, ça veut dire très clairement que la société est soumise à la législation sur les ICPE, les installations classées pour l'environnement, que de fait, il y a des procédures et il y a des exigences qui sont imposées par l'État, et que là encore, on ne peut pas maîtriser les délais. Dans combien de temps répondra-t-il aux exigences de l'État, par exemple? Ce sont des délais qui ne peuvent pas être fixés précisément dans le contrat, parce que c'est lui qui décide. Mais là, il y a quand même une date du 16 octobre 2018. Oui, mais qui peut aller au-delà. Ok. Très bien. En ce qui concerne la condition suspensive numéro 4, qui est sur les marques, donc classe 32, classification de Nice, etc., soit au plus tard le 16 juin 2018. J'ai bien noté. Il est précisé que le délai relatif au dépôt de la demande d'enregistrement de la marque, de la classe 32, classification 1, dans la mesure où cette formalité a d'ores et déjà été réalisée. Oui. Donc la commune a déjà connaissance. C'est ça. Et que c'est fait. C'est ça. Sur la classe 32, on peut vous donner les informations. Est-ce que vous pourriez nous donner les informations? Bien sûr. Merci. La condition suspensive numéro 5, donc, oui. Le business plan, donc ça c'est très intéressant. Donc il y avait une date de limite du 16 février 2018. Oui. Donc ça veut dire que vous avez le plan de financement? Non, pour l'instant on n'a pas. On a de manière trop générale, on n'a pas de manière précise. Donc est-ce qu'on n'a pas intérêt de mettre la date du 16 février, la rallonger un peu? On verra ce qui en est convenu, mais on est en discussion avec eux sur ce sujet-là. Parce que ce qui faudrait m'expliquer, c'est tout de suite après, et le cas échéant, la preuve de l'obtention des éventuels emprunts sollicités dans un délai de 10 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives 1 et 2 et 3. Donc ça veut dire si... Il dépose un permis de construire, il obtient un permis de construire. Il dépose une demande d'installation classée, il obtient la demande d'installation classée. À partir de ce moment-là, il va voir ses banquiers, il dit, voyez, j'ai un permis de construire, j'ai une autorisation d'exploiter, maintenant on engage des financements. Et à ce moment-là, on veut savoir quels sont les financements. C'est ce qui est écrit. Et donc, 10 mois à partir du 16 février 2018. 10 mois à partir du moment où il aura le permis de construire et l'ICPE. Mais lui, il mène des opérations pareilles, mais là c'est pareil, ce sont des procédures qu'il maîtrise lui. En même temps qu'il demande ses autorisations, il est en rapport avec ses banquiers. La condition suspensive numéro 6, réalisation dans un délai de 7 mois à compter de la signature du contrat, donc ça veut dire qu'on l'a. Oui. L'étude de sol. On a l'étude de sol. Est-ce qu'on pourrait en avoir un Bien sûr. exemplaire, s'il vous plaît? Merci. Condition 7, donc c'est sur le captage, etc., donc pas de problème. Ça veut dire qu'au 16 juin 2018, l'étude sera faite? Alors, condition numéro 7, réalisation par la CETA dans un délai de 24 mois à compter de la signature des contrats en prenant l'expert personnalisé par la commune, une étude hydraulique de l'eau de source Mélodie ne révélant pas de risque significatif de pollution, absence de qualité, de tarissement de la source Mélodie, etc., des vitrines intérieures, etc. Et quelle est votre question au plus tard le 16 juin? Est-ce qu'on aura cette étude, le résultat de cette étude, est-ce qu'on l'aura au 16 juin? J'espère qu'on l'aura au 16 Parce juin. que la date est au plus tard le 16 juin. On l'aura, j'espère, au plus tard le 16 juin. Et donc, on l'aura au 16 juin. D'accord, merci. On pourrait également... Dès qu'elle aura été faite, vous l'aurez. Merci beaucoup. Condition suspensive numéro 8. Donc, pas de modification. Le prix est toujours d'1 740 000 pour le terrain, en vue d'y construire une usine dans un délai de 7 mois, après la réalisation de la dernière des autres conditions suspensives. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu m'éclairer? Ben là, c'est la 8 et ça fait référence à toutes les autres. Et quand elles sont toutes levées, il peut construire une usine
Et tant qu'elles ne sont pas levées, il ne peut pas construire d'usine, parce que s'il n'a pas de permis, il ne peut pas construire, s'il n'a pas d'ICPE, il ne peut pas construire, et s'il n'est pas sûr que l'eau est de qualité, qu'il a les quantités, il ne peut pas construire. Donc c'est la dernière des conditions qui, une fois levées, lance l'opération. Voilà. Et sur l'article 7.1, Oui. on va faire les travaux avant qu'il ait acheté le terrain. Ou ce sera concomitant, à partir du moment où il y a le permis de construire, l'ICPE, nous on lance les travaux, mais on va tout préparer avant pour que ce soit fait rapidement. D'accord, mais ça serait mieux aussi de le faire Bien sûr. de façon parallèle, qu'on ne fasse pas des travaux si toutefois On est bien. pour une autre, On est attentif à ça, je confirme. C'est-à-dire qu'on ne fera les travaux que si l'opération se fait, évidemment. Je vous remercie de ces précisions, monsieur le maire. Très bien, d'autres questions? Pas d'autres questions sur... Oui, Une question concernant le fond, monsieur le maire, parce que dans la délibération, je voyais le point 8, on a un délai de 7 mois, et dans l'avenant qui est joint, on a 3 mois. alors, sur le point numéro 8, concession de... Sur le point 8, pardon. Pas de modification. Sur la condition suspensive numéro 8, On a dit 7 mois de la réalisation, c'est ce qu'on a dans la délibération. attendez, quelle est votre question exactement? Vous êtes sur quelle... La condition suspensive numéro 8. Oui, numéro 8. Il n'y a pas de modification. La signature de l'acte authentique définitif de cession du terrain par la commune à Andrénius est toujours fixée au prix d'1 740 000 pour y construire l'usine d'embouteillage. Et c'est dans un délai de 7 mois après la réalisation de la dernière des autres conditions suspensives. Donc à partir du moment où toutes les conditions suspensives sont levées, nous avons un délai de 7 mois pour procéder à la cession du terrain. Là, je suis dans l'avenant, page numéro 5, page numéro 5 de l'avenant, et je vois 3 mois. Ah non, c'est 7. C'est 7 On mois. n'a pas... C'est 7 mois. D'accord. Et c'est bien 7 mois. C'est compliqué de... Et j'étais sur le point 7 également. L'absence de qualité, c'est quoi l'absence de qualité? Alors, Parce que notre eau, elle est pleine de qualité, j'espère qu'il n'y a pas d'absence de qualité. ah mais si jamais on repérait une absence de qualité, il peut se dédire. Clairement, il investit 50 millions d'euros. Globalement, Pour investir 50 millions d'euros, il va s'assurer que l'eau est de qualité. au-delà des points de forme, je crois qu'on n'a pas beaucoup d'engagement de la part de notre contractant, puisqu'on fait un contrat avec lui, on signe un avenant, finalement il déposera quand il voudra, et nous, tous les délais dépendent du moment où il déposera. Ça dépend de lui. C'est J'ai évident. l'impression qu'on met le sort de cette usine entre ses mains, parce qu'il ne faut pas faire de contrat, ça. Enfin, Si, vous faites un contrat, il prend des engagements. Ce contrat, il génère toute une série d'études que nous menons actuellement, notamment toutes les études d'ICPE, notamment toutes les études nécessaires à l'exploitation du forage. C'est un travail tout juste gigantesque, oui, c'est un travail gigantesque. Et on suit ces procédures en même temps que lui, mais une partie du rythme est dictée par lui-même, par ses banquiers, par ses financeurs, par ses partenaires commerciaux, etc. Oui, bien sûr. C'est un contrat qui est un contrat pas commercial, hein. Même s'il est qualifié juridiquement d'administratif, il dépend du marché, il dépend des transports, il dépend d'un certain nombre de procédures administratives très diverses et très compliquées, oui, je vous le confirme. Donc moi ce qui me surprend, c'est que dans les contrats commerciaux habituellement, il y a des engagements réciproques, et là on voit de l'engagement de la commune, et assez peu d'engagement d'Andrénius. Il s'engage quand même à déposer un permis de construire, aujourd'hui il a choisi un C'est architecte. le délai, c'est le délai dont je parle, parce qu'après effectivement, si le projet aboutit, ce sera parfait, mais là on parle simplement de délai, c'est un avenant pour proroger le délai. Monsieur- Il ne proroge rien puisqu'on dépend de lui. Monsieur Augustin, comment voulez-vous fixer des délais? Une grande partie de ces délais, c'est ni lui ni nous, c'est l'administration. Comment voulez-vous les écrire? C'est pour ça d'ailleurs, je vous le dis, on prend cette délibération, mais je suis très très clair avec vous, vous serez peut-être obligé de prolonger. Imaginez que demain l'administration lui demande telle ou telle C'est formalité. une remarque, en tout cas, monsieur le maire, c'est de préciser qu'effectivement on vote une délibération qui n'a pas beaucoup de sens, puisqu'on met des dates, mais nous ne serons pas. Alors vous êtes extraordinaire, mais on m'a demandé d'écrire noir sur blanc où on en était avec les délais. Donc j'ai demandé au service de le faire, on le fait, et vous dites on n'aurait peut-être pas dû le faire ou ça ne prend pas de temps. On le fait pour vous dire où on en est de la procédure, vous souhaitez savoir où on en est de la procédure, on vous dit où on en est de la procédure, mais je vous confirme que cette procédure, demain,
elle peut appeler toute une série de questions différentes qu'on ne connaît pas. Voilà. Je ne m'oppose pas à vous, je souligne le fait qu'on prend... Ah, mais je sais bien que vous vous opposez pas à moi, heureusement d'ailleurs. Bien vous en prendre, pas vous opposer. Mais c'est pas ça la question, M. Augustin. Et vous nous dites, depuis des mois, on aimerait bien savoir où on en est de ce dossier. Vous le savez, c'est quand même des questions que l'on négocie par l'intermédiaire d'Emmanuel Acco, donc c'est le dossier essentiel dont il a la charge, hein, compte tenu de l'importance que vous lui reconnaîtrez. Donc il y a des discussions, il y a des négociations. Au terme d'un certain nombre de discussions entre nous, on dit qu'on aimerait bien savoir où on en est. On dit, ben voilà, on a prolongé les délais pour telle ou telle raison. Vous avez par exemple une procédure d'installation classée. Vous savez ce que c'est qu'une procédure d'installation classée quand vous discutez avec l'ADREAL? Vous savez ce que c'est qu'une procédure d'installation classée? C'est-à-dire sur la découverte d'un animal, sur la découverte d'une plante, l'ADREAL peut exiger de votre part des études qui vont très très loin. Donc fixer des délais dans ces conditions, c'est absolument impossible. Quand on a signé le contrat, moi j'avais dit, mais mettez des délais à 5 ans, à 6 ans. Son intérêt, c'est que ça se fasse vite, le plus rapidement possible. Non, on a choisi les délais qui nous paraissaient les plus raisonnables, mais ce sont des délais qui évidemment peuvent être appelés à évoluer. Demain, un recours par exemple sur le permis de construire, les banques vont dire, mais attendez que le permis soit purgé de recours. C'est-à-dire, une banque ne va pas s'engager à hauteur de X dizaines de millions d'euros sans s'assurer que le permis est purgé de recours. C'est évident. Donc tous ces délais, ils ne dépendent pas de nous, ils dépendent d'une association qui peut faire recours. J'ai lu dans le journal qu'il y en avait quelques-unes qui étaient à l'affût pour des raisons parfois politiques, parce que c'est une société capitaliste, c'est une société anonyme. Et Attaque n'aime pas les sociétés anonymes. C'est la seule économie qu'ils conçoivent, c'est celle du Venezuela. Il y a des années-lumière entre eux et nous. Donc s'ils font des recours, comment voulez-vous que le délai que j'indique ici soit tenu? Voilà. Mais comme vous avez souhaité qu'on vous donne des nouvelles, on vous donne ces nouvelles, qui sont bonnes hein, pour un certain nombre d'entre elles. Parce que la procédure d'ICP est en cours, parce que la procédure d'autorisation d'exploiter est en cours, parce que le dossier du permis de construire, un pré-permis a d'ailleurs commencé à être discuté en commission, c'est une bonne chose. Voilà. Ce dossier avance. Mais les délais, je vous confirme, ils peuvent être appelés à évoluer. Voilà, pas d'autres questions? Est-ce qu'il y a des abstentions et des oppositions sur ces prorogations? Personne ne s'abstient et personne ne s'oppose, ce qui nous permet, sans désemparer, de passer au numéro 3 pour une convention d'utilisation d'un stand de tir à Saint-Julien en Genevois. Qui est-ce qui rapporte sur ce dossier? C'est vous, Madame Baud, allez-y, sans parler. Au mois de janvier, vous vous souvenez certainement qu'on avait approuvé, que le conseil municipal avait approuvé une convention pour que la police municipale puisse utiliser le centre de tir de Farges, puisqu'il y a une obligation du fait de l'armement de s'entraîner au moins 2 fois par an. Il se trouve que le maître d'armes qui est homologué par le CNFPT est parti. Donc pour l'instant il n'y a plus personne et c'est relativement compliqué d'arriver à retrouver des agents qui puissent faire cette formation. Donc la police municipale a pris contact avec le centre de tir de la commune de Saint-Julien en Genevois et là ils disposent d'un certain nombre de moniteurs. Des créneaux ont d'ores et déjà été bloqués, 4 sessions ont été bloquées en 2018. Les coûts sont moins importants qu'ils ne l'étaient à Farges. Donc il vous est proposé de signer, en fait, d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention avec la commune de Saint-Julien en Genevois pour que la police municipale puisse s'entraîner dans le cadre de l'armement. Voilà, j'espère que ce sera la dernière convention sur ce sujet. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie. Le dossier suivant, qui est le dossier numéro 4, il s'agit du recrutement d'agents titulaires. Madame Baud. C'est Madame Baud. Oui. Je me suis trompée, monsieur le maire, vous m'avez induit
Non, vous êtes gentil. Donc il s'agit chaque année de recruter des agents non titulaires pour les saisonniers ou ce qu'on appelle aussi les employés occasionnels. Donc chaque année, nous fixons le nombre d'employés. En 2017, il y avait 20 mois, puisqu'on raisonne en termes de 2 mois. Et cette année, donc, il vous est proposé de maintenir ce nombre de mois, à savoir de 20. Donc, ce sont des agents qui sont au service floral et à la voirie notamment. Très bien, c'est une délibération récurrente que nous votons tous les ans. Pas d'observation particulière sur cette délibération. On a restreint pour maîtrise de la masse salariale. Voilà, nous avons une demande de prise en charge des frais d'obsèques. Oui, comme la loi nous invite à le faire. Pour une personne indigente de la commune de Divonne-les-Bains, nous entrons en matière à hauteur de 462 euros. Et ça n'appelle pas d'opposition. Tout le monde est d'accord, je vous remercie. Point numéro 6, nous sommes rue Glacy, une convention de servitude. Monsieur Scatolin. C'est une convention de servitude de passage en souterrain d'un réseau électrique consenti par la commune à Nélis à l'angle de la rue Glacy et de la rue de Lausanne. C'est une canalisation qui fera une largeur de 40 cm sur une longueur de 39 mètres. C'est un dossier qui a été lu en commission et l'ensemble des frais sera à la charge exclusive d'Enedis. Très bien, des questions sur cette délibération? Pas de questions? Très bien, pas d'opposition, pas d'abstention non plus. Point suivant, Monsieur Scatolin, une convention d'autorisation de travaux. Oui, c'est dans le cadre du déploiement de la fibre optique par le syndicat intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain. Il est nécessaire de mettre en place un NRO 08 à la rue Voltaire, pour être très précis. Donc il s'agit d'une convention qui nous permettra aussi de poser des fourreaux dans une tranchée souterraine et de poser une armoire le long de la rue Voltaire. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Oui. C'est pas une question, c'est une remarque. Concernant le SCEA et concernant les zones de fibre optique, il y a beaucoup de Divonnais qui se plaignent que leur zone n'est pas couverte. En commission de travaux, on nous a dit que les opérateurs faisaient un peu ce qu'ils voulaient et qu'ils ne rendaient pas compte à la commune des zones qui étaient couvertes. Est-ce qu'on ne pourrait pas, au niveau de l'exécutif, d'obliger ces opérateurs qui mettent en zone la fibre optique, d'informer au moins l'exécutif des travaux qui sont effectués? Car c'est vrai, je pense que la fibre optique est quelque chose d'important, avec tous les travaux qu'on va avoir, avec l'excellence qu'on souhaite pour Divonne. Je pense que d'avoir des zones bien couvertes par la fibre optique serait une chose importante et intéressante pour Divonne. J'irai même plus loin. Si ça devait tarder un peu, est-ce que la commune ne pourrait pas un peu investir pour avancer dans ces travaux, si c'est possible? Alors en 2 mots, ce matin nous avons participé à groupe une réunion très importante sur le financement du syndicat intercommunal d'électricité et d'aménagement de l'Argentine. Vous connaissez la situation, l'état actuel des choses. Le syndicat ne peut pas développer le réseau pour des raisons financières. Le syndicat est endetté à hauteur de 160 millions d'euros. Pour terminer le département, il en faut 260 de plus. Voilà. Donc la commune ayant délégué ses compétences au syndicat d'électricité, voilà, les pieds et poings libres. Voilà, je regrette cette situation, mais mon droit, c'est au syndicat d'électricité de développer. Et comme il n'en a pas les moyens en l'état actuel, il cherche ses moyens. Donc la région, le département et aujourd'hui l'agence en charge du développement du très haut débit en France, on a travaillé sur le dossier toute la matinée. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions, pas d'opposition, ni d'abstention. Très bien. Dossier suivant, nous sommes sur le numéro 7, c'est bien ça, hein, le 8, pardon. Alors, le dossier numéro 8, il s'agit d'une concession d'aménagement du quartier de la Bière. Oui, il s'agit en fait d'une
premier avenant sur la concession d'aménagement du quartier de la Gare que nous avons validé au conseil municipal le 15 juin dernier. Pour mémoire, plusieurs conditions de l'avenant numéro 1 prévoyaient que pour que la commune vende ses terrains à Urbanera et qu'Urbanera développe le projet de la gare, il fallait qu'on ait un PLU qui soit modifié et purgé de recours. Le PLU a été modifié et fait l'objet d'un recours aujourd'hui, on l'a déjà évoqué en commission, et Urbanera devait également obtenir un permis d'aménager sur l'ensemble du périmètre du traité de concession d'aménagement. Depuis une année environ, enfin un peu plus d'une année, on est passé entre Urbanera et la commune à une maîtrise foncière entre 75% à aujourd'hui 94% de la maîtrise foncière sur l'ensemble du secteur. Il reste aujourd'hui quelques points difficiles sur le foncier. Il y a notamment 4 propriétés sur lesquelles les négociations n'ont pas abouti entre Urbanera et les propriétaires, ou entre la mairie et les propriétaires, ou entre le PF de l'Ain et les propriétaires qui nous accompagnent. Et c'est notamment les propriétés sur lesquelles devait passer la voie nouvelle sud-est, la voie qui devait relier l'avenue de la Grande Champagne à la rue de la Cité, sur la partie en fait une bande de villas qui sont situées à cet endroit. Du coup, Urbanera ne peut pas aujourd'hui déposer le permis d'aménager sur l'ensemble du périmètre, n'étant pas titré, n'étant pas propriétaire, n'ayant pas une promesse de vente sur l'ensemble du périmètre. Nous avons deux options, soit celle d'attendre que les négociations aboutissent, du temps, des rencontres, soit prendre la décision de modifier le périmètre du permis d'aménager et de ne pas le faire coller au périmètre du traité de concession d'aménagement et de modifier en partie le projet. C'est cette deuxième solution qui a été retenue par les exécutifs en disant ce projet ne peut pas continuer à attendre en termes de développement parce qu'il est important pour la ville, il s'inscrit dans une stratégie de développement économique, dans une stratégie de développement touristique avec des aménagements d'espaces publics de qualité. Donc il est proposé ce soir d'exclure la voie nouvelle sud-est du périmètre du permis d'aménager qui porte sur les parcelles concernées dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça a une conséquence, ce choix, sur le bilan d'aménagement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Urbanera ne va pas réaliser cette nouvelle voie sud-est, mais en contrepartie va réaliser des travaux qui n'étaient pas prévus initialement le long de la rue de la Cité pour se connecter le long de la rue de Genève. Et c'est notamment des travaux d'extension de réseau, des travaux d'équipement public également. Toutefois, Urbanera ne s'interdit pas demain de pouvoir réaliser cette nouvelle voie sud-est d'ici la fin du traité de concession. C'est un point que j'aborderai tout à l'heure. Mais nous n'en faisons pas une condition préalable au dépôt du permis d'aménager. Au regard en fait des difficultés qu'on rencontre avec certains propriétaires présents sur le périmètre, nous avons décidé de faire un report de la fin du délai du traité de concession d'aménagement qui se termine le 31 décembre 2023 et je crois qu'initialement il devait être prévu en fin 2021 ou mi-2022. Donc aujourd'hui, Urbanera, dans le traité de concession, s'engage à déposer le permis d'aménager au plus tard le 30 avril 2018 sur le périmètre concerné, c'est-à-dire le périmètre modifié, sur le périmètre des parcelles dont il est aujourd'hui propriétaire. Et en parallèle de ça, nous nous engageons également, ça sera une discussion que nous aurons prochainement au sein du conseil municipal, à lancer une procédure de déclaration d'utilité publique qui nous permettra de prendre possession des biens à terme avec des propriétés dont on sait qu'il y a des difficultés aujourd'hui sur le périmètre. Voilà les quelques points qui font l'objet de ce traité de concession d'aménagement numéro 1. L'idée, c'est que le quartier de la Gare puisse se réaliser dans un délai raisonnable et aujourd'hui ne plus attendre qu'on fasse l'ensemble des acquisitions foncières qui peuvent durer encore 1 an ou 2 ans et qu'on reste en centre-ville avec une friche. Je pense que c'est l'intérêt de personne. Et de pouvoir aussi engager plus purement aujourd'hui des négociations foncières avec les personnes qui sont propriétaires
et dont les négociations aujourd'hui n'ont pas forcément abouti. Très bien. Alors, y a-t-il des questions? Oui. Bien, je peux comprendre que vous mettiez en route une procédure d'expropriation, mais quand même, vous aviez pris l'engagement de ne pas le faire. Si vous changez le périmètre, vous changez de projet. Je pense qu'aujourd'hui, exproprier des Divonnais par des Divonnais, je trouve que c'est bien dommage. Donc je pense que là-dessus, je peux comprendre l'expropriation parce qu'il y a quelque chose à faire, mais je pense qu'on devrait aller au bout du raisonnement et d'aller sur la procédure d'expropriation et non d'essayer de modifier le périmètre pour faire passer, entre guillemets, la pilule. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il n'est pas neutre. Ça ne vous a pas échappé, vous l'avez dit, il va y avoir 506 000 € de plus en coût pour la commune. Vous savez que sur ce projet, au départ, il devait servir à rembourser la dette de la commune. Ensuite, on a dit qu'on faisait plutôt un projet urbanistique. Et on sait qu'il ne va pas rester grand-chose. Quand je regarde votre projet de délibération, dans le dernier paragraphe, il est indiqué « La commune rachètera au concessionnaire les propriétés acquises par l'aménageur pour réaliser la voie sud-est dans le cadre de la phase 2 de l'opération. » Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez en mètres carrés ce qu'il va falloir racheter et le montant? Les deux premières questions. Sur cette opération, il n'a jamais été question de rembourser la dette avec cette opération. Jamais. Jamais. On en a parlé. Jamais. Jamais. Ce que nous avons toujours dit, c'est que cette opération, elle représente un capital. Et ce capital, vous pouviez l'utiliser, d'abord, ce capital, vous pouviez le monter en faisant 1000 appartements au lieu d'en faire 500. Ce que l'on n'a pas voulu. C'est la première chose. Ça, on l'a toujours dit. Deuxièmement, ce que nous avons dit, c'est que nous nous faisons rémunérer sur cette opération en mètres carrés. Voilà. Mais le remboursement de la dette, non, ça n'a jamais été dit. Vincent Stéphane. Je pense que je ne vais pas reprendre les propos du maire, je partage totalement sur l'histoire et la manière dont ce projet a été conduit depuis quelques années par notre majorité. L'idée, c'était de ne pas flécher ce projet pour du désendettement. Et c'était de faire un projet urbanistique. Et l'idée, c'était, et les montants sont connus, hein, c'est 15 millions de recettes liées à la vente du terrain, 15 millions de recettes dont environ 12 millions, voire 13 millions, vont repartir dans des équipements publics, notamment le réaménagement du parc et l'agrandissement du parc, la création de 2 places, la création d'une esplanade piétonne avec des matériaux de qualité, la création d'équipements publics avec la police municipale, auxquels il faut ajouter entre 7 et 8 millions de recettes liées aux permis de construire qui seront délivrés et qui seront la taxe d'aménagement majorée. Globalement, ça fait une recette pour la collectivité aujourd'hui attendue, une fois qu'on a déduit les équipements, d'environ 10 millions. Et aujourd'hui, vous avez très bien lu les documents, il y a 500 000 € globalement qui viendront en moins dans le bilan d'aménagement. Ça fait partie des conditions de modification du projet. Ces 500 000 € étaient supérieurs en fait au départ, c'était environ 800 000 € supplémentaires, ou 900 000 € supplémentaires pour la réalisation des travaux de prolongement de la rue de la Cité et de déviation des réseaux sur la rue de la Cité. Ces 800 000, on a déduit les frais d'aménagement de la voie nouvelle sud-est que devait réaliser l'Orléans. C'est pour ça qu'on arrive à cette somme de 500 000 €. Très clairement, aujourd'hui, il y aura d'autres avenants aussi sur le traité de concession d'aménagement du quartier de la Gare, parce qu'on n'est pas à l'abri de rencontrer d'autres difficultés, ou ça pourra également être d'autres éléments de contexte qui font que le projet est modifié. Il ne faut pas oublier qu'à la fin, dans le bilan d'aménagement, on a également prévu d'avoir un bonus d'aménagement qui pourra aussi revenir, je crois que c'est pour moitié à l'aménageur et pour moitié à la collectivité. Il y a deux éléments que vous évoquez.
dans votre première question. Le premier, c'était la modification du périmètre. Très clairement, le plus simple pour nous, ça aurait été d'attendre que les négociations se fassent tranquillement et continuer le rythme de négociation que nous avons aujourd'hui avec les propriétaires concernés. Ce qui signifiait qu'on décalait encore le projet d'une année, voire 2 ans. Et je crois que ce n'était pas le plus sage. Enfin, pour politiquement, ça aurait été plus simple. Parce que vous savez comme moi, une ville en chantier, c'est jamais très bon pour des élections. Donc très clairement, on aurait entraîné en 2 ans, on serait arrivé globalement en 2020-2021, et ça aurait apaisé tout risque. Ça n'aurait pas été un risque supplémentaire. Ça n'a pas été le choix qui a été fait, c'est de dire que ce projet, ça fait partie d'un projet politique porté par cette majorité et qu'on souhaite voir se réaliser. Parce qu'il doit aussi permettre de dynamiser le commerce de centre-ville. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix de modifier le périmètre. Ce choix de modification du périmètre, il aurait pu se faire indépendamment de la déclaration d'utilité publique. C'est-à-dire que c'est vraiment 2 choses dissociées. Et cette modification de périmètre, ce n'est pas le périmètre traité de concession d'aménagement, mais c'est vraiment le périmètre permis d'aménager. Donc c'est vraiment pour permettre la réalisation des premières autorisations d'urbanisme. Et ensuite de ça, aujourd'hui, on rencontre des difficultés avec des propriétaires de terrains avec lesquels nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord. Il y a notamment, je vais vous raconter l'histoire, je l'ai déjà raconté, on se met d'accord avec un propriétaire qui vend sa maison. On se met d'accord sur un prix. Le propriétaire, le jour où on va signer chez le notaire, on a fixé la date, nous recevons une déclaration d'intention d'aliéner sur 7 parcelles par un promoteur sur lequel, du coup, il campe le terrain. Donc personne n'a, le vendeur n'est pas venu au rendez-vous chez le notaire, et du coup, nous avons fait action de notre droit de préemption sur le bien, qui est le villa aujourd'hui. Et il y a un juge de l'expropriation qui vient, je crois que c'est aujourd'hui ou c'est demain, pour fixer le prix du terrain, de la maison dont nous allons prendre possession. Nous avons un point dur dont on sait qu'on n'arrivera pas à trouver une solution. C'est pour ça que nous mettons en place la DUP, ce qui ne signifie pas que dès demain nous allons exproprier des personnes, mais ce qui nous donne un cadre de négociation qui est différent de celui que nous avons eu jusqu'à aujourd'hui. Et très clairement, l'autre sujet, c'est qu'aujourd'hui on voit que les propriétaires qui à un moment nous avaient dit qu'ils seraient partenaires, et les propriétaires institutionnels nous disent qu'aujourd'hui, au regard des circonstances, au regard du projet, ils sont moins partenaires sur le projet que ce qu'ils nous avaient annoncé au départ. Donc c'est aussi un moyen pour nous de retrouver quelques armes dans la négociation que nous pouvons avoir avec les propriétaires fonciers sur le terrain. Et je dois dire que ce n'est pas un choix qu'on fait par gaieté de cœur de lancer une déclaration d'utilité publique. C'est une étape dans un processus de négociation foncière. Et je crois que notre rôle, c'est aussi pour la collectivité de se donner l'ensemble des moyens d'aller au bout de ce projet et de mener à bien des négociations qui sont équitables pour la commune. Très clairement, aujourd'hui, on signe un chèque aux propriétaires qui ne veulent pas vendre, qui soit 40-50% supérieur au montant qu'on leur propose aujourd'hui, je pense qu'ils partiraient. Et ça signifie que derrière, nous, il faudrait qu'on re-questionne l'équilibre économique de l'opération. Très clairement, cet équilibre économique de l'opération, il se ferait au détriment de quoi? Il se ferait au détriment de la qualité d'aménagement de l'espace public, il se ferait au détriment du nombre de logements sociaux que l'on a sur l'opération. Aujourd'hui, il y en a plus d'une centaine. Il se ferait au détriment du choix que nous avons fait sur le logement abordable. Parce que c'est pareil, la commune assume une partie du prix du foncier pour porter ce logement abordable, cette politique sur le logement abordable, et ça se ferait au détriment du commerce. Et c'est pas ce que nous souhaitons. Donc aujourd'hui, on lance, c'est même pas ce soir qu'on lance, on annonce qu'on va lancer une procédure de déclaration d'utilité publique qui nous donnera à terme la possibilité d'exproprier. Notre but, c'est pas d'aller au bout de cette démarche, mais c'est redonner à la collectivité les moyens de pouvoir négocier avec les propriétaires qui aujourd'hui sont des propriétaires avec lesquels on ne se met pas d'accord. Très bien, pas d'autres questions? On a fait le tour du sujet. Oui. Je voulais juste savoir si, Vincent, si en mètres carrés, vous savez ce que ça fait. Ah oui, s'il vous plaît. Rapidement, on est aux alentours de 2000 m². Donc si vous multipliez 2000 m² avec 600 €, 660 € ce qu'on achète aujourd'hui,
Le PF, on doit être environ du coup, 1,2 million, 1,5 million. Entre 1,2 million et 1,5 million. Très bien. Monsieur Augustin. Monsieur le maire, quand on a travaillé sur le quartier de la Gare, on a choisi la concession d'aménagement, en particulier parce que le risque était assumé par l'aménageur et non pas par la collectivité. Notre intérêt de cette concession d'aménagement, c'est que l'aménageur, Urbanera en l'occurrence, prenait en compte certaines missions propres qui étaient sans doute plus simples pour lui, comme celle d'acquérir les propriétés dont on n'avait pas la maîtrise foncière sur le périmètre. La réalisation de cette concession, c'est qu'une première phase de discussion un peu longue et pénible sur le qualitatif du projet, qui a entraîné un retard dans la modification du PLU, avec des hauteurs de bâtiments qui sont passées de 16 mètres à 19 mètres. On a déjà eu l'occasion d'échanger sur ce point-là, on sait qu'on n'est pas d'accord. On a globalement perdu 1 an sur cette phase de travail et de la modification du PLU. Et là, on arrive avec un deuxième couteau et on modifie le projet assez substantiellement, parce que cette voie de circulation est une voie importante dans le projet. On perd également au passage 500 000 € pour la collectivité, ce qui n'est pas neutre, même si on dit que ça reste un projet intéressant, etc. Moi je trouve qu'on le dégrade qualitativement et on dégrade aussi l'équilibre financier du projet. Donc je considère effectivement que ce n'est pas un avenant très positif qu'on signe ce soir. Je comprends les difficultés qui peuvent exister à négocier avec les propriétaires et la nécessité d'aller vers des déclarations d'utilité publique. Malgré tout, une fois de plus, un peu à l'image de ce qu'on avait tout à l'heure dans une autre mesure, mais dans nos contrats avec le privé, on a souvent tendance à laisser les privés faire un peu ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'on a mis 19 mètres parce que Urbanera avait oublié dans son projet que 19 mètres ce serait mieux, donc finalement on passe de 16 à 19 mètres. Il n'obtient pas il n'arrive pas à acquérir les propriétés, donc on va changer le projet, on va changer le point de raccordement et ça coûte de l'argent à la commune. Donc je trouve qu'on ne va pas dans le bon sens dans nos discussions avec nos partenaires privés. Je comprends et je ne partage pas forcément votre avis, parce que quand vous le dites comme ça, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé du côté de l'Urbanera depuis que nous avons signé le traité de concession d'aménagement. Aujourd'hui, l'Urbanera a quand même augmenté le nombre de mètres carrés dont ils sont propriétaires sur l'ensemble du terrain. Ils ont notamment, sur l'ensemble du périmètre, ils ont notamment fait l'acquisition d'une grosse parcelle qui fait aujourd'hui 6 000 mètres carrés. Ils sont à bout touchant dans l'acquisition de 3 ou 4 parcelles qui sont également concernées par le traité de concession d'aménagement. Aujourd'hui, on a une difficulté, c'est sur le tracé de la voie sud-est. Je le redis, nous avions 2 choix. Soit c'était le choix d'attendre, soit c'était le choix de faire un avenant. Le choix de faire l'avenant sur le périmètre de dépôt du permis d'aménager ne remet pas en question le travail qui est demandé à l'Urbanera en termes d'acquisition de ces parcelles. Aujourd'hui, ça va permettre la modification du projet, la modification du périmètre, va permettre à Urbanera de déposer le permis d'aménager. Donc derrière, de pouvoir, en 2019, avoir les premiers permis de construire. Mais dans le même temps, Urbanera va continuer les négociations avec les propriétaires où aujourd'hui, il y a des points de blocage. Donc l'émission qu'on a confiée à Urbanera continue à être celle du départ. Et à titre personnel, je n'ai pas souhaité qu'on attende d'avoir fini ces discussions pour lancer le projet. Et c'est la raison pour laquelle on propose la modification de l'avenant qui a pour conséquence de modifier cette voie sud-est, mais en termes de réalisation, si en 2020, Urbanera a fait l'acquisition des parcelles pour la voie sud-est, à ce moment-là, on reviendra devant le Conseil pour redéposer un avenant, ou reproposer un avenant sur le traité de concession d'aménagement. Il y aura un permis d'aménager modificatif et on reviendra au permis initial. On récupérera la somme des 500 000. Donc c'est vraiment aujourd'hui ce premier avenant le moyen pour nous de lancer l'opération de manière opérationnelle et de permettre à Urbanera de déposer les autorisations d'urbanisme nécessaires à la réalisation de l'opération, dont on peut imaginer qu'aujourd'hui, au regard de ce qui se passe sur la modification du PLU, elle fasse l'objet de recours.
Donc ça prendra encore du temps pour la réalisation du chantier. Mais je ne crois pas qu'en faisant ça, nous portions atteinte au projet. Je pense à l'inverse que nous permettons à ce projet de garder sa cohérence et surtout de lui donner un rythme qui nous permettra d'être réalisé. Si nous n'avions pas fait ce choix-là, peut-être que dans 2 ou 3 ans, quand Urbanera aura fait l'ensemble des acquisitions foncières, on nous aurait, par exemple, dit mais le projet n'est plus du tout adapté au contexte économique, au contexte commercial notamment, parce que dans le pays de Gex et ailleurs, il y a des projets commerciaux qui sont en train de se mettre en place et qui peuvent entrer en concurrence. Il ne serait peut-être plus adapté au niveau du cinéma, parce que les 4 ou 6 salles qui sont prévues à Divonne, aujourd'hui, elles peuvent avoir une réalité. Peut-être que demain, avec les concurrences qui se mettent en place sur le territoire, ça aurait été plus compliqué. Donc je pense que si nous n'actons pas et nous ne décidons pas de lancer l'opération, de permettre une avancée de l'opération à un rythme plus rapide que celle que nous avons connue jusqu'à maintenant, nous prenons un risque sur le maintien du projet tel que nous l'avons validé, j'allais dire, au sein de ce conseil municipal. Et c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé dans le sens qui vous est proposé ce soir. Il y a une question. Il restera une chose certaine, M. Scatolin, pour conclure simplement, c'est qu'effectivement le projet finira maintenant au 31 décembre 2023, ce qui repousse quasiment 2 ans l'horizon de cette réalisation. Et on souhaitait également un projet dans des délais contenus. Là, on va déraper, mais c'est une accumulation de délais supplémentaires. Tout à fait. Tout à l'heure, vous avez omis de dire qu'il y avait eu pendant une année également des études environnementales sur l'ensemble du périmètre. Il y a eu des discussions sur la modification du PLU. En parallèle de ces discussions sur la modification du PLU, il y a également eu des études environnementales nécessaires à tout projet d'aménagement. Moi, monsieur, je veux bien tout entendre ici. Maintenant, si on dit tous les projets ont du retard parce qu'on fait des études environnementales, etc., c'est totalement prévisible, les études environnementales. On sait parfaitement qu'il faut les mener. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Quand on fait une étude 4 saisons sur l'usine d'embouteillage, globalement, on sait qu'on doit mener une étude 4 saisons. Quand on fait des études, des sondages sur le quartier de la Gare, on savait qu'on allait faire des sondages. Il n'y a pas de surprise là-dedans. Donc, me dire c'est à cause de ça qu'on est en retard, non. D'autant plus que c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit on a pris du retard, on assume sur le retard qu'on a pris, on a travaillé sur la modification du PLU, mais vous avez ciblé que ça. J'ai dit qu'en plus de la modification du PLU, il y a d'autres études qui ont été menées et que c'est un ensemble qui explique qu'aujourd'hui, il y a un retard sur l'ensemble du périmètre. Les négociations foncières que Urbanera a menées pour passer de 70% à 94% de maîtrise de foncier, ça fait partie aussi du retard pris sur le périmètre. Mais aujourd'hui, les opérations d'aménagement, il faut m'en donner, peut-être que vous avez des exemples que vous connaissez, où le calendrier qui est énoncé au début est tenu au mois près. Ça existe peu. On parle pour le mois près, on est à 2 ans de dérapage sur un projet qu'on estimait au départ à 3 ans, donc c'est quand même des dérapages qui sont importants. Non mais il faut le dire publiquement aussi, M. Scatolin, on est quand même sur des dérapages qui vont être conséquents à la fin, puis on ne sait pas encore où on va atterrir. Et le retard qu'on a pris sur le PLU, c'est aussi le retard qu'on a sur les recours qui ont été portés par des riverains. Et je crois que sur 2023, on s'est également donné un peu de mou en termes de fin de traité de fin de concession au regard de ce que nous venons de connaître depuis une année. L'essentiel, c'est que le dossier soit de grande qualité. Il y a des retards permettants, il y a des recours, il y a des exigences de l'État, on ne les connaît pas toutes, vous savez comme nous, elles tombent les unes après les autres. Voilà. L'essentiel, c'est que nous ne sacrifions pas le fond à l'égation et que ça reste un très très beau projet pour Divonne. Dans l'épure que nous lui avions tracée initialement, on n'en fait pas une opération financière, on en fait une opération d'aménagement. Et on en fait une opération très très qualitative. Je ne vous accuse pas d'en faire une opération financière. Vous savez que sur la qualité du projet, on n'est pas tout à fait d'accord. Parce que moi, j'estime que monter la ligne d'horizon de Divonne à 19 mètres, ce n'est pas un projet qualitatif. Je vous ai toujours entendu dans les réunions publiques dire que 16 mètres, c'était le bon niveau. D'un seul coup, c'est passé à 19 mètres. Alors, on sait qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Malgré tout, on va continuer à travailler pour avoir des beaux projets.
possible modification de la voie de circulation est quand même aurait quand même un impact fort sur le projet. Je ne souhaite pas qu'on en arrive là, mais si le projet devait prendre forme dans cette situation, ce ne serait pas positif. Oui, on a bien entendu tout ce que vous venez de dire. On a eu la chance de l'entendre dans la commission d'urbanisme. Ce que je n'ai pas encore vraiment compris, entendu, c'est quelles vont être les modifications justement des aménagements publics de qualité, tels que par exemple l'aménagement des arrêts de bus, des gares routières, des stationnements de bus, des stationnements, etc. Donc quelles vont être les conséquences de la suppression de cette voie sud-est sur l'aménagement général? Globalement, il va y avoir un nouveau plan d'aménagement qui va être prédestiné. Et quelles vont être les modifications, ça on ne l'a pas vraiment vu en commission. Non, parce que Daniela attendait aussi la décision de ce soir pour avancer en fait sur un plan plus précis sur la modification qui va concerner uniquement la partie, j'allais dire, la plus proche du petit casino actuel. Parce que c'est là où la voie, au lieu d'être une voie sur une partie réservée au bus, va être une voie de circulation en partie. Ce qui pourra aussi avoir des conséquences sur le pôle de mobilité, c'est-à-dire l'arrêt de bus, qui était prévu en face du service club, qui n'était pas un lieu de stationnement des bus, mais qui était vraiment prévu pour déposer les gens à proximité du centre-ville et du quartier. On a une commission, ça sera présenté à la commission urbanisme à la fin du mois de mars, l'avant-projet pour recueillir les avis et puis modifier l'avant-projet concret, j'allais dire, d'aménagement avec ces modifications. Et c'est pas l'ensemble du projet qui est modifié, c'est uniquement la partie qui est sur le secteur sud-est du périmètre, en partie le long de la rue de la Cité, où c'est cette voie-là qui prévoyait une circulation déjà initialement de bus qui va accueillir un autre type de circulation en remplacement de la voie sud-est. Ouais. Il va y avoir aussi quand même cette circulation d'approvisionnement des commerces qui devait arriver par cette rue, par l'arrière. Et donc, par l'avant au niveau de Divonne, par l'arrière du Gilagap. Et là, il va y avoir une réorganisation, donc on verra ce que ça donne. Mais personnellement, je suis très attentif à cette réorganisation de la circulation des services publics, tout en plus qu'on a des bus de plus en plus fréquents, on aura une gare routière. Et à titre personnel, je constate dans toutes les villes que le commerce se développe d'une manière extrêmement importante autour des centres de rencontre que sont les arrêts de bus, les gares routières. Et c'est là que vont se développer les commerces, c'est là que le dynamisme de Divonne va se développer. Et donc l'aménagement de cette gare routière, pour moi, est l'élément essentiel de ce projet. Donc j'y serai très attentif. On partage le même avis sur l'intérêt de bien intégrer la gare routière, de la localiser judicieusement et surtout de prévoir ce que sera demain cette gare routière. Je pense aujourd'hui qu'on va augmenter la fréquence du bus 814 peut-être d'ici la fin de l'année. On travaille également à une augmentation du bus régional 33 et qu'à terme, il y aura une ligne Lyon-Divonne-Mâconnais qui trouvera sa place aux alentours de 2020, qui sera une offre complémentaire à l'offre existante. Donc, il y a plus de bus, plus de gens qui vont attendre le bus. Il y aura du stationnement, il y a le parking public qui est situé sous quartier, donc ça pose moins de difficultés, il y aura des abonnements et des usages différents, mais il y a un vrai intérêt là-dessus. Et sur le point relatif aux livraisons, c'est un sujet que nous travaillons depuis le départ pour minimiser les livraisons sur ce secteur. Et par exemple, un sujet très clair, la Migros, aujourd'hui, l'ensemble des livraisons se fera de manière fermée pour éviter les nuisances à certains horaires du matin. Très bien, pas d'autres questions. Des oppositions, des abstentions, une opposition, voilà, abstention, opposition, pas d'autres. Abstention, abstention, opposition. 1, 2, 3, 4, 5 oppositions. Dossier suivant, point numéro 9, garantie d'emprunt. Emmanuel Duchemin, classique. Oui, une délibération classique et en plus là c'est juste une modification puisque c'est un refinancement du prêt. Très bien. Pas de différence de montant. Des questions? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Dossier numéro 10.
Demande de subvention pour les cours de tennis. Oui, donc pour faire la rénovation des cours de tennis, la région, grâce au plan qui a été mis en place aujourd'hui, propose à toutes les associations sportives d'investir dans ces équipements à travers des subventions conséquentes. Donc là, c'est simplement une délibération pour autoriser la commune à demander les subventions. Très bien. Une délibération à laquelle je ne prends pas part, chacun comprendra pourquoi, pas d'opposition ni d'abstention. Notez bien que je ne prends pas part au vote. Ensuite, mandat spécial pour le déplacement d'un élu. Oui. Donc, comme vous le savez, nous avons eu la chance de pouvoir obtenir la 4e fleur grâce au travail des services de la commune. Il y a sur Paris la remise officielle de cette 4e fleur. Participeront à cette remise le responsable du service floral, Emmanuel Corbin. On avait proposé aussi à une personne du service, un agent du service de participer. Malheureusement, il n'y aura personne. Il y aura aussi prévu Véronique Baud ainsi que Éric Gabaret qui se trouvera sur place déjà. Donc la délibération, c'est simplement d'autoriser le remboursement des frais à Madame Véronique Baud, et je souhaiterais amender cette délibération aussi pour simplement pour les frais de transport, aussi rembourser les frais de transport à Éric Gabaret. Voilà. Très bien, pas de questions, pas d'opposition, ni d'abstention. J'aimerais juste préciser, frais de transport qui seront quasiment nuls. Voilà. Parce que j'ai pas compris, puisque j'ai entendu que tu serais sur place. Donc, je travaille le soir même, donc comme je suis sur place, je monte plus tôt pour être présent. j'ai pas de difficulté, simplement si tu es sur place, il n'y a pas de frais de transport. Non, mais c'est simplement que s'il a les 200 lieux de travail sur le site et sur le site de la prévention, je veux juste. Non, mais c'est ça, donc, en fait, les frais de déplacement sur Paris, de Genève à Paris, sont pour moi, puisque je monte travailler, je monte plus tôt, et comme je serai sur Roissy pour aller sur Paris, probablement uniquement les frais de taxi. Ce sont les frais de déplacement interne à la région parisienne. Pas d'opposition ni d'abstention. Très bien. Point numéro 12, le marché de la téléphonie sur les prestataires. Tout à fait, nous renouvelons le marché de téléphone pour la mairie à travers deux lots qui concernent le téléphone fixe et l'accès Internet et puis le téléphone mobile. Les offres qui ont été reçues ont été examinées par la commission MAPA du 31 janvier et c'est donc l'opérateur Orange Business Service qui a été retenu, à la fois pour le lot 1 pour un montant de 40 000 € hors taxe et pour le lot 2, donc téléphonie mobile, pour un montant de 29 000 € hors taxe. Je précise que ce marché est passé pour 2 ans, renouvelable une fois par reconduction. On fait des économies par rapport au sortant. Un petit peu, oui. Très bien. Des questions, pas d'opposition ni d'abstention. Je vous remercie. Point 13, réhabilitation des stations de pompage. Mélodie. Tout à fait. Nous avions signé en 2010 un premier contrat pour la réhabilitation, l'entretien des stations de pompage, Mélodie, Harmonie et le réservoir du Golfe. Il s'agit de travaux sur le local et sur les tuyaux qui alimentent les thermes. Et à venir aussi la future usine d'embouteillage de l'eau. En ce qui concerne ce premier marché qui était d'un montant de 190 619, il est passé en 2013 à 218 974 € hors taxe par rapport à de nouvelles prestations qui s'avéraient nécessaires. Il est révisé cette année en 2018 et du même coup il s'avère qu'un certain nombre de prestations ne sont plus nécessaires, ce qui le fait tomber au total à 195 200 € hors taxe, avec des plus et moins-values détaillées par site. C'est-à-dire pour le réservoir du Golfe, un montant d'un marché initial à 49 033 € qui passe à 47 606. Pour le pompage Mélodie, il était à 81 121 €, il passe à 56 958 €. Et pour Harmonie, on passe de 60 464 à 62 308. Le total donc des moins-values s'élève à 23 745 €. Très bien. Pas de questions. Pas d'opposition, pas d'abstention, merci. Et on passe ensuite au point 14,
Les produits d'entretien. Qui est le renouvellement du marché en fonction des différents lots. Parfait. Voilà. Pas d'opposition ni d'abstention, je vous remercie. Et le point 15, le marché d'entretien des réseaux d'assainissement. Qui est un ajout de prix au marché de l'entreprise Valier concernant le nettoyage et le pompage du Petit Lac, avec des mises à disposition de véhicules hydrocureurs, avec chauffeur et opérateur, 1, 2, selon les cas. Parfait. Bien, écoutez, merci. Pardon, des oppositions, oui, pardon. Jean-Louis Stéphano, les abstentions. Parfait, merci. Oui. Ce nettoyage va être renouvelé tous les combien? Alors en fait, on n'a pas de visibilité, enfin peut-être tous les ans ou tous les 2 ans selon l'embouage. Voilà. Quand il y a de la vase, on les emboue. Jean-Louis Stéphano, c'est une question orale. Oui. Je rappelle que les questions orales sont écrites, mais on va faire exception, sinon vous allez dire qu'on ne vous aide pas. Non, je crois qu'il y a les deux, je vais regarder. Ah, question orale. Allez-y. C'est tout ça. Est-ce qu'on pourrait avoir une copie? Comment? Est-ce qu'on pourrait avoir une copie du cahier des charges pour le centre aquatique lorsqu'il sera fait? Ouh là là. Alors là, on va regarder si en droit c'est communicable ou pas. Et moi, maintenant, vous comprendrez que je sois d'une extrême prudence dans ce que je vous communique. Si vous voyez ce que je veux dire. Je peux vous le demander. Très bien. Mais vous pouvez toujours le demander, mais il y aura Exact. une réponse en droit, qui est très claire. Il n'y aura plus d'exception sur des communications de documents quand la loi laisse le flou. Ça nous pose des problèmes. Voilà, pas d'autres questions, pas d'autres observations. Eh bien, je vous remercie. L'ordre du jour est épuisé et la séance est levée.